vous avez relevé les questions. Hein. Bonsoir chers amis, on va commencer dans quelques minutes avec M. Ndoye. Oumayane Ndoye, le professeur de comptabilité. Ce soir, j'ai changé de générique pour faire plaisir à mon ami Ndoye. C'est le Fouta. Hein? Ouais. Très bien, comme tu avais déjà commencé. On est en ligne. Ah, les images sont très belles. Ouais, merci. Ouais. Merci, chers internautes. Nous sommes ce soir avec mon ami M. Oumayane Ndoye, professeur de comptabilité, c'est ça? Et nous allons parler dans quelques instants de comptabilité analytique, de comptabilité des sociétés, de toutes les comptabilités. Puisque les gens sont devenus. On va parler comptabilité avec Ndoye. Charles Bamba est en train de nous suivre. Merci Bamba. Très bien, très bien. Le grand Bamba. Tida Dramé, merci Brom Galgi. Nous allons parler de comptabilité aujourd'hui. Avec le très grand professeur. Pas le très grand. Pas le très grand. Merci. Merci Baba Mal. Bonsoir chers internautes, on vous avait promis un live ce soir à la résidence Lat Dior de Thiès. Mais malheureusement, on n'a pas pu faire le live parce qu'il y a beaucoup de manifestations qui se tiennent au niveau de la résidence. Et M. Ndoye est là pour nous parler aujourd'hui de la comptabilité, parce qu'en marketing, nous utilisons beaucoup les notions comptables. Pour fixer, par exemple, le prix, nous calculons des coûts directs, des coûts indirects, des coûts fixes, des coûts variables. On parle même de coûts marginaux des fois, M. Ndoye. Très bien. Il nous arrive également de calculer des concepts de seuil de rentabilité et de point mort. Mais étant donné que le spécialiste est là, je préfère laisser M. Ndoye parler de comptabilité sur Marketing TV ce soir. On ne peut pas faire du marketing sans calculer des coûts. Les frais de communication, c'est des coûts. Le coût d'achat des marchandises sont des coûts. Et tout cela doit être parfaitement maîtrisé par l'homme du marketing. Ce qui justifie aujourd'hui la présence de M. Ndoye sur le plateau de Marketing TV Monde pour nous parler de comptabilité. Mais avant de parler de comptabilité, M. Ndoye, on va vous laisser vous présenter. M. Ndoye, bonsoir. 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 Voilà, donc M. Ndoye Oumayane, je suis intervenant, consultant à ISM, donc j'interviens à travers différents modules de comptabilité, donc à travers le réseau de ISM. Donc comptabilité générale, comptabilité analytique, comptabilité des sociétés, comptabilité approfondie et gestion budgétaire. Donc voilà, depuis de longues années. Hein. C'est ça. Monsieur Ndoye, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que la comptabilité? Très bien. Donc, la question est pertinente, d'autant plus que très souvent, quand on parle de comptable, pour quelqu'un qui ignore le métier de comptable, il pense aussitôt à l'argent. En effet, le comptable, ce n'est pas un manipulateur d'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui manipule de l'argent. Mais le travail comptable, c'est de donner des informations. Et pour fournir des informations, donc il y a des techniques de saisie des opérations qui se font dans l'année. Et maintenant,
Le comptable, il est à la base de tout ça. Donc, il constitue en fait la mémoire de l'entreprise. Donc, pour laisser des traces de tout ce que fait l'entreprise. Mais aussi, on peut dire que la comptabilité a un rôle qui est beaucoup plus vaste que ça. Donner seulement des informations. On peut les utiliser également comme étant moyen de gestion. Ce qui fait que donc la comptabilité a beaucoup de qualificatifs. Beaucoup de qualificatifs. On peut parler de comptabilité générale, comptabilité analytique, comptabilité des sociétés, etc. Mais toutes ces formes de comptabilité que vous avez, donc on peut les regrouper principalement en deux grandes branches. À savoir d'un côté la comptabilité financière et de l'autre la comptabilité de management. La comptabilité financière, c'est la comptabilité qui, pour la tenir, il y a un référentiel. Donc on ne la tient pas n'importe comment. Il y a un référentiel, il y a des règles, il y a des procédés, donc il y a des dispositions réglementaires obligatoires qu'il faut respecter pour tenir une comptabilité financière. Et vous avez à la base de la comptabilité financière, c'est la comptabilité générale. Donc à part cette comptabilité générale, il s'y ajoute comptabilité des sociétés commerciales, comptabilité approfondie. Donc comptabilité financière, c'est les comptabilités pour lesquelles il faut se référer à des textes, à des procédés pour tenir cette comptabilité. Et je peux dire en grosso modo, c'est la comptabilité dans laquelle il y a un journal. On enregistre dans un journal. Et de l'autre côté maintenant, l'autre grand groupe de la comptabilité, c'est la comptabilité du management. Où vous avez là-bas la base, c'est la comptabilité analytique. Et comptabilité du management, c'est une comptabilité pour celui qui gère. C'est la comptabilité pour le gestionnaire. Donc quand on administre une entreprise, on a besoin de savoir. On a besoin de disposer d'un éventail d'informations assez large. Donc au-delà des informations qui sont fournies par la comptabilité financière, on complète avec d'autres formes d'informations pour permettre de mettre plus à l'aise le gestionnaire donc, dans ses prises de décision. Donc voilà les deux grandes branches de la comptabilité. Et je le dis souvent, comparé au droit, on dit qu'en droit, il y a deux grandes branches, le droit public et le droit privé. En comptabilité aussi, il y a deux grandes branches, la comptabilité financière, qui conduit à une spécialisation en ingénierie financière, et la comptabilité de management, qui conduit à une spécialisation en audit et contrôle de gestion. Donc c'est dans cette comptabilité-là où vous avez la compta ANA qui est la base, qui est le point de départ. Donc nous en marketing, on a besoin de quelle comptabilité? De la comptabilité financière ou de la comptabilité analytique? De la comptabilité de tous les deux en même temps. On a besoin de parce tous les que deux. Comptabilité financière, pratiquement, il y a beaucoup d'utilisateurs. Le gestionnaire en a besoin parce qu'il veut disposer d'informations. Alors le banquier, il peut en avoir besoin parce qu'avant de prêter à quelqu'un, il faut s'assurer que ce quelqu'un-là aura la possibilité de rembourser. Donc ce qui fait que les banquiers aussi ont besoin des informations de la comptabilité financière. Les organismes sociaux comme les institutions de retraite, les caisses, les mutuelles de santé et tout ça là, les bases de calcul des cotisations, c'est des montants qui sont fournis par la comptabilité. Donc pratiquement toutes les entités économiques ont besoin d'informations de la comptabilité. L'État, l'administration fiscale, tout ça, ils ont besoin de ça. Donc l'État, pour avoir les agrégats, donc c'est les données qui sont recueillies à partir de la comptabilité. En fiscalité, l'administration fiscale, les assiettes de calcul des impôts, c'est la comptabilité qui donne ces montants-là. Donc vous voyez... Monsieur, est-ce qu'on peut avoir la différence qu'il y a en compta ANA, compta analytique, comptabilité des sociétés et comptabilité générale? Très bien. J'ai dit tantôt, comptabilité générale, comptabilité des sociétés commerciales, comptabilité approfondie, c'est une famille. Donc comptabilité des sociétés, compta approfondie, constitue des continuités par rapport à comptabilité générale. Alors, mais de l'autre côté... Donc la base, c'est la compta générale. C'est la compta générale. Qui a maintenant ses démembrements. Voilà, c'est démembrement. Donc dans compta générale, l'objectif final, c'est pour produire les états financiers en fin d'année. C'est ça l'objet de la comptabilité générale. L'objet final. Produire à chaque fin d'année des états financiers. États financiers, nous avons le bilan, c'est ça? Le bilan, le compte de résultats, le tableau des flux de trésor. Bon, ça dépend aussi parce que vous avez deux niveaux de tenue de la comptabilité. Avec le SISCOA modifié de 2014. Avant le SISCOA modifié de 2014,
on avait 3 systèmes de comptabilité. Maintenant, c'est simplifié. Maintenant, le système intermédiaire a été éliminé. D'accord, on y va. Donc, on a le système normal qui demande une tenue de la comptabilité avec toute sa rigueur, avec donc une batterie de tableaux à présenter, et tous ces tableaux-là, c'est ce qui constitue les états financiers. Ça, c'est pour le système normal. Mais les principaux là-bas, c'est le bilan, le compte de résultats et le tableau des flux de trésorerie. Le tableau des flux de trésorerie, c'est un nouveau tableau qui est remonté, qui fait partie des principaux, alors qu'avant, à sa place, on avait le TAFIR. Le tableau financier des ressources et emplois. Donc ça n'existe plus maintenant. Maintenant, il existe toujours, mais il est dans les annexes. Maintenant, c'est le tableau des flux de trésorerie qui était dans les annexes qu'on a sorti parmi les 3 principaux. Très bien, très bien. Donc, c'est presque plus de 35 tableaux à présenter. Donc, ça, c'est les principaux, hein. Mais il y a le tableau des échéanciers des dettes, le tableau des effectifs du personnel et de la masse salariale, les tableaux des immobilisations, etc., etc. Donc, ça fait presque 30 à 40 tableaux. Pour le système normal. C'est-à-dire la tenue de la comptabilité avec toute sa rigueur qui est prévue pour les grandes entreprises. Il y a une autre façon de tenir. Pour les petites entreprises, c'est pas Voilà, pour les petites entreprises, maintenant, il y a une forme de comptabilité qui est prévue pour elles. Il s'agit de ce qu'on appelle le système minimal de trésorerie, SMT. Système minimal de trésorerie. Système minimal de trésorerie. Qu'est-ce qu'on leur exige? Là, on leur exige de présenter un bilan très sommaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. Tout à fait. Après, aussi un compte de résultats très sommaire et un tableau de variation de l'avoir net. Tableau de variation de l'avoir net. Donc, tableau des flux de trésorerie n'est même exigé là-bas. D'accord, ça va, très bien. Ensuite, nous avons la compta des sociétés. La compta des sociétés qui s'intéresse aux étapes fondamentales de la vie d'une entreprise. Parce que vous savez, la vie, l'entreprise, c'est une personne morale. Donc, il y a une personnalité juridique. Donc, sa naissance, c'est un acte assez important. Là-bas, c'est l'équivalent, c'est le chapitre qu'on appelle la constitution. En fin d'année, lorsque le bénéfice est réalisé, on se répartit le bénéfice. Donc, comment ça se fait? On l'appelle affectation du résultat net. Quand vous avez plusieurs entreprises qui vont se fusionner pour former une seule entreprise, donc là, c'est comme le mariage. Voilà, ça, c'est des actes fondamentaux dans la vie de l'entreprise. La mort, c'est la dissolution. Donc, la compta des sociétés traite de la vie de l'entreprise. Les étapes fondamentales de la vie de l'entreprise. D'accord. La création, le bilan et la mort. Non, la constitution. La constitution. La fusion. La scission, la dissolution, etc. Donc, et tout cela. Et la compta analytique qui nous intéresse principalement. Mais la comptabilité analytique n'est pas dans la comptabilité financière. Ça, c'est dans l'autre domaine. Comptabilité du management. D'accord. Dans la comptabilité du management, vous avez la comptabilité analytique qui est la base. Comptabilité analytique, quand on le dit actuellement, on peut l'appeler aussi la comptabilité traditionnelle. Parce que c'est une continuité. Elle est venue vers les années 1930. Elle est la plus récente. Des comptabilités. Par rapport à la comptabilité financière. D'accord. Elle est apparue vers les années 30. Qui dit les années 30 parle de crise de surproduction. Tout à fait. Avec les progrès technologiques. On a commencé à avoir des entreprises multiproduites qui offrent plusieurs types de produits. Alors qu'il n'existait que la comptabilité financière. Et vous savez, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour donner des informations. Mais les informations que la comptabilité donne, il y en a une que moi-même, je peux considérer comme étant l'information la plus capitale. C'est de savoir en fin d'année, est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu. Parce que durant l'année, on s'engage dans des opérations où parfois nos ressources sont utilisées, parfois d'autres ressources sont créées. Les ressources que nous utilisons, on les appelle les charges. Les ressources que nous créons, on les appelle les produits. Donc, arrivé en fin d'année, je totalise les produits d'un côté, je totalise les charges de l'autre, je fais la différence pour avoir le résultat net. Ce résultat net-là, maintenant, s'il est positif, c'est-à-dire les produits, les ressources que nous avons créées dépassent les ressources que nous avons consommées, là, on a gagné. Mais s'il arrive que nous consommons plus de ressources qu'on en a créées, on a perdu. C'est ça le bénéfice ou la perte. Donc, c'est une information assez capitale. Mais, en comptabilité financière, toutes les formes qui vous permettent de calculer ce résultat net-là ne vous donneront que le résultat
global de l'activité de l'entreprise. Le résultat global de l'activité de l'entreprise. C'est pourquoi là-bas, on l'appelle résultat net. Résultat net. Net. D'accord. Ce qualificatif vient du résultat net. Maintenant, on s'est dit, mais si j'ai une entreprise qui d'un côté fabrique des marqueurs, fabrique des effaceurs, mais j'aurais besoin de savoir quel est le résultat pour les marqueurs. C'est la même entreprise qui fabrique des marqueurs et des effaceurs. J'aurais besoin de savoir quel est le résultat pour l'exploitation des marqueurs de façon isolée et quel est le résultat unique pour l'exploitation des effaceurs. Monsieur le secrétaire est très important parce que nous, en marketing, lorsque nous gérons une gamme, on a besoin des fois de supprimer certains produits et de maintenir d'autres. C'est la raison pour laquelle on a besoin de ça. Très bien. Donc, c'est une information capitale pour le gestionnaire. Lui qui doit prendre les décisions de gestion. Donc, il doit savoir entre ces différents types de produits, quel est le coût pour chacun de ces types de produits-là. Donc, il pourra même savoir quel est le résultat pour chaque type de produit. Donc, cette insuffisance de la comptabilité financière, c'est ça qui a donné naissance à la comptabilité analytique. Avec cette première méthode de calcul de coûts qu'on appelle la méthode des coûts complets. Il y a certains qui l'appellent méthode des sections homogènes, méthode des centres d'analyse, méthode des coûts réels. C'est toujours la même chose. Donc c'est la première méthode de calcul de coûts qui a vu le jour et qui s'est développée jusqu'à aujourd'hui. On parle de comptabilité de gestion. Parce que les méthodes sont améliorées suite à l'évolution de la nature même des activités économiques. D'accord. Merci monsieur. On va prendre une courte pause de musique pour remercier ceux qui nous suivent également. Ils sont nombreux à vous suivre. Ismaël Amar, Elhaji Doudou Imam Dior, Mamdiara John. Je rappelle que nous recevons ce soir M. Boumbaya Ndoye, qui est professeur de comptabilité dans le groupe ISM. Mamdiara John, merci beaucoup. Ismaël, bonsoir. M. Djigo est en train de nous suivre. M. Djigo, il vous salue, votre ami de Rufisque. M. Djigo, bonsoir. Merci, il est excellent comptable. Il dit que vous êtes excellent comptable. Pape Modou Ndiaye, merci à vous. Bemba Badjou Diaby, Ndeye Awassa de l'ISM. Les Fatou Diop, Adja Fatou Diop, excusez-moi, Adja, merci. Madjiko, Beleb Ndao, oui, merci Beleb. Barham Bey, Mamadou Abdou Diouf, Cheikh Ahmed Bamba qui est en train de nous suivre également. Merci à vous tous. Je rappelle que nous sommes avec Michel Ndoye et ce soir nous ne parlons pas de marketing, mais nous parlons de politique de prix. Monsieur Ndoye, nous avons vu tout à l'heure les différentes formes de comptabilité, à savoir la comptabilité analytique, la comptabilité des sociétés, la comptabilité générale. Monsieur Ndoye, est-ce qu'on peut savoir avoir l'évolution des différentes méthodes de calcul des coûts? Vous l'avez entamé tout à l'heure. Voilà, très bien, merci. Alors, parlant de l'évolution des différentes méthodes de calcul de coûts, donc tout dépend de la nature des activités économiques et les besoins qui vous sont présentés. La nature des activités économiques et les besoins qui se sont présentés. D'accord. J'ai dit tantôt, après les progrès technologiques, on a eu des entreprises multiproduites. Donc, pour ces entreprises, et là-bas maintenant, la nature même des activités économiques, c'était l'industrie, l'industrialisation, la transformation. D'ailleurs, cette méthode de calcul de coûts, c'était une méthode qui était appropriée aux entreprises industrielles, c'est-à-dire des entreprises qui transforment. Et quand l'entreprise maintenant fabrique plusieurs types de produits, il fallait avoir les résultats pour chaque type de produit. Au départ, ces résultats pour chaque type de produit, résultats élémentaires, c'est ça qu'on appelle résultats analytiques. Et immédiatement, la comptabilité qui permet de calculer les résultats analytiques, on l'a appelé comptabilité analytique. Donc ça c'est le premier objet. Mais comme toute discipline, au départ, c'est pour régler un problème. Mais finalement, il y a d'autres problèmes qui vont être pris en charge. C'est ainsi que la comptabilité analytique se développe. Donc, en créant ce qu'on appelle la méthode des coûts partiels. Les coûts partiels. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est les coûts complets. Donc, calculer les coûts d'achat, suivre le processus d'exploitation de l'entreprise, calculer les coûts étape par étape. Donc, ça doit vous intéresser les marketeurs parce que les calculs des coûts étape par étape vont nous permettre de savoir au finish le produit en tout et pour tout nous a coûté combien. C'est ça qu'on appelle le coût de revient. Donc, coût de revient, quand on calcule des coûts successifs suivant un certain ordre, le coût qui est calculé à la dernière étape, c'est ça qu'on appelle coût de revient. Le coût calculé à l'étape ultime d'un processus. Et vous savez que l'étape ultime d'un processus, généralement, c'est la vente. Un processus d'exploitation, généralement, on commence par acheter des matières premières. Les matières premières, après avoir stocké, vont être transformées dans des ateliers pour obtenir des produits finis. Les produits finis, parfois, passent en magasin de stockage avant d'être
vendu. C'est ça un processus d'exploitation. Donc le dernier coût, c'est au moment de la vente. Et le processus se ressent. Vous voyez bien. Donc coût de revient, dernier coût. Alors si on connaît maintenant le coût de revient d'un produit, on peut savoir quelle est la marge bénéficiaire qu'il faut ajouter et ça peut permettre donc d'améliorer une politique de prix, de fixer pour l'entreprise une politique de prix. Ensuite, j'ai dit, à partir de cet objet, on a pris en compte d'autres préoccupations, à savoir la détermination du seuil de rentabilité, avec les coûts partiels. Mais là-bas, on a insisté sur l'opposition entre charges variables et charges fixes. Est-ce que vous pouvez rappeler la différence pour ceux qui nous suivent? La différence qu'il y a entre charges variables et charges fixes? Charges variables et charges fixes. Très bien. Donc, les charges variables, pour être très simple, sont les charges qui sont proportionnelles à l'activité. D'accord, les charges qui sont proportionnelles. Je n'ai pas dit strictement proportionnelles. En tout cas, proportionnelles. Bien que la proportionnalité peut être stricte comme peut ne pas être stricte. Mais en tout cas, proportionnelle. Est-ce que si la proportionnalité est fixe, il y a... Est stricte. Oui. Quand c'est strict, cela veut dire que quand, par exemple, la production augmente de 2, le coût variable va augmenter de 2 ou de 1,50. Est-ce que ces charges-là ont un nom spécifique ou ce n'est pas important? Non, on peut les appeler aussi des charges opérationnelles. D'accord. Parce que les opérations, c'est ce qui se répète, le court terme. D'accord. Donc, c'est les charges variables. Tout à fait. Les charges qui sont proportionnelles à l'activité. Exemple? Exemple, les consommations de matière. D'accord. Voilà. Consommation d'énergie aussi. Dans la pratique, la main-d'œuvre directe, c'est la rémunération du travail ouvrier. Et les consommations de matière, en pratique, c'est ce qu'on considère comme les charges variables. D'accord, je vois. On y va. Donc, les charges fixes? Les charges fixes sont les charges qui sont insensibles aux variations du niveau de l'activité. Les charges qui, si l'activité augmente ou diminue, ce n'est pas ça qui va les faire varier. Attention, parce que pour la plupart... Attention, voilà. Attention. Parce que pour la plupart, on pense que les charges fixes, ce sont les charges qui ne changent pas. D'accord. Attention, les charges fixes peuvent changer. Mais ce n'est pas une variation du niveau de l'activité qui va changer les charges fixes. Elles peuvent changer d'année en année. Elles peuvent changer si la durée de la période de calcul qui est retenue change. Je fais des calculs mensuels. À un moment donné, on veut abandonner les calculs mensuels pour procéder à des calculs trimestriels. Est-ce qu'on maintient le même coût fixe? On multiplie par 3 le coût fixe. Normalement. D'accord, je vois. Ensuite, quand la structure, je parle de la structure d'une entreprise change. Parce que, attention, les économistes nous disent modification structurelle, modification conjoncturelle. Le conjoncturel ne modifie pas le coût fixe, mais le structurel peut changer le coût fixe. D'ailleurs, pour ce que nous suivons, c'est important. Est-ce qu'on peut avoir plus de... Voilà, donc modification conjoncturelle, c'est une modification qui est superficielle. Comme le temps. Voilà, pour un laps de temps, après on revient à la normale. D'accord. Alors que modification structurelle, ça attaque les bases, les fondements de l'entreprise. Une entreprise qui fonctionne avec 2 ateliers. À un moment donné, on se dit, mais il faut mettre un 3e atelier. D'accord, ça c'est structurel. Ça c'est structurel. D'accord, ok. Ça modifie les... Modification structurelle pour modifier le coût fixe. D'accord, très bien. Très bien. Donc, les charges fixes sont les charges qui sont insensibles aux variations du niveau de l'activité. Nous, d'habitude, les frais de communication, on les considère comme des charges fixes, c'est correct? D'habitude, oui. Les impôts, les amortissements, les loyers, tout ça, on les considère d'habitude comme des charges fixes. Très bien, très bien. Vous louez une salle pour une activité de commerce. S'il y a l'affluence ou s'il n'y a pas l'affluence, le loyer ne change pas. Donc voilà le comportement des charges fixes. Ne dépend pas du niveau de l'activité. Et je dis bien activité. Et si le bailleur vient augmenter les frais là? Oui, mais la modification, le coût fixe peut changer. D'accord. Mais le changement du coût fixe, c'est sous forme d'une fonction en escalier. Fonction en escalier, donc vous avez un intervalle. Dans cet intervalle-là, quelles que soient les variations, il ne change pas. Maintenant, je crois que nous avons... Mais si vous voulez sortir de cet intervalle-là, il va falloir procéder à de nouveaux investissements, augmenter le personnel, et le coût fixe va faire un saut pour se stabiliser à un palier supérieur. D'accord, très bien. Donc une fonction en escalier. D'accord. Donc on vient de comprendre le concept de coût fixe et de coût variable. Et j'ajoute coût fixe, charge fixe, avec S, c'est la même chose.
Coût et charge. Un coût, c'est une somme de charges qui a un sens. D'accord. Il y a des charges qui ont un dénominateur commun. Il y a quelque chose qui lie ces charges-là. Quand on regroupe ces charges, ça donne le coût de ce dénominateur commun. D'accord. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous avons très bien compris, monsieur. Hein? Nous avons très Donc bien compris. une somme de charges qui a un sens. Ou bien, en un mot, une somme significative de charges. C'est ça un coût. D'accord. Cependant, charges et frais, c'est la même chose. Charge et frais. D'accord. C'est la même chose. D'accord. Hein? Très bien. On était en train de développer le seuil de rentabilité. Voilà, le seuil de rentabilité, c'est le niveau d'activité correspondant à un résultat nul. D'accord. Le niveau Donc, d'activité correspondant à un résultat nul. On n'a ni bénéfice ni perte. Ni perte. J'ajoute encore, ce niveau-là, si toutefois il est dépassé, on a un bénéfice. Si toutefois il n'est pas encore atteint, on a une perte. Mais je parle pour une structure déjà existante qui est donnée. Donc, si la structure change, le seuil de rentabilité se déplace. Donc, chaque structure avec son seuil de rentabilité. D'accord. Et comment on calcule le seuil de rentabilité? Voilà, pour une structure donnée, ça dépend aussi. Parce que quand on dit niveau d'activité, activité est un mot à sens multiple. Activité est un mot À sens multiple. Pour mesurer le niveau d'activité, ça dépend de quel type de charge on a. Si nous avons des charges directes de production, on se réfère à quantité produite pour mesurer le niveau d'activité. Dans ce cas-là, donc, entre janvier et février, si la quantité produite a augmenté, on dira que l'activité a augmenté. Si la quantité produite a diminué, on dira que l'activité a diminué. Ça, c'est pour les charges directes de production. D'accord. Les charges directes de vente, on mesure le niveau d'activité à partir du chiffre d'affaires ou bien en se référant aux quantités vendues. D'une période à une autre, si le chiffre d'affaires a augmenté, on dira que l'activité a augmenté. Vous voyez, pour les charges directes de vente. J'espère que les amis sont en train de voir aussi. Très bien. Maintenant, pour les charges indirectes, je n'avais pas parlé de charges indirectes. C'était le critère principal dans la méthode des coûts complets. Charges directes, charges indirectes. Donc, pour les charges indirectes, on mesure le niveau de l'activité par rapport au nombre d'unités d'œuvre. Si le nombre d'unités d'œuvre a augmenté d'un mois à un autre, on dira que l'activité a augmenté. Si d'un mois à l'autre, le nombre d'unités d'œuvre baisse, on dira que l'activité a diminué. Est-ce qu'on peut avoir la signification d'unité? Le nombre d'unités d'œuvre. Unité d'œuvre, c'est une unité de mesure de la variation des charges indirectes et que cette unité-là soit exprimée en termes physiques. En termes physiques. D'accord. L'unité d'œuvre, quand la variation des charges indirectes s'exprime en francs monétaires, au lieu de parler d'unité d'œuvre, on parlera d'assiette de répartition. Mais c'est la même chose. Le rôle de l'assiette, c'est le rôle de l'unité d'œuvre. C'est pour éclater, pour répartir. Très bien. Parce que charge indirecte, c'est une charge qui doit entrer dans plusieurs coûts. Dans plus d'un coût. Parce que ça peut être seulement deux coûts. Et les charges directes? Charge directe, c'est une charge qui n'entre que dans un seul coût. Quand charge indirecte, un seul coût. Charge directe entre dans un seul coup. Charge indirecte dans plusieurs coûts. Charge indirecte, charge qu'on doit répartir. Parce que si la charge c'est 300 000, les 100 000, on les met dans le coût d'achat. Le reste, on le met dans le coût de production. Là, c'est indirect. Je me rappelle d'un mot, imputable. Imputation. Imputation, voilà. Le fait de mettre une charge indirecte, une partie. Parce que charge indirecte, tout n'entre pas dans un coût. Hein. On répartit, chaque partie entre dans un coût différent. Dans des coûts différents. Donc ça, c'est charge indirecte. Maintenant, quand vous avez charge indirecte, qu'on met une partie dans l'un coût, on parle d'imputation. Charge directe, quand on le met, quand on la met du moins dans un coût, on parle de charge d'affectation. Affectation et imputation. Donc affectation, c'est prendre en compte une charge directe dans le calcul d'un coût. Imputation, prendre en compte une charge indirecte dans le calcul d'un coût. Ça, nous avons bien compris, M. Noy. Et comment on calcule le seuil de rentabilité? Voilà. Donc, M. Matar Lour est en train de vous suivre, Mohamed Moustapha, Issa Diouf, Penda Sow, Maimouna Taou, Sissa, Chabdou Khadissé, merci à vous, merci d'être connecté. Donc, le seuil de rentabilité, j'ai dit, ça dépend de. Parce qu'on mesure l'activité. On a parlé de chiffre d'affaires, on a parlé de quantité et d'unité de. Voilà, j'ai dit tout à l'heure que activité est un mot à sens multiple. On peut se référer à quantité produite, chiffre d'affaires, etc. Pour parler
d'activité. D'accord. Donc, niveau d'activité, seuil de rentabilité en valeur. C'est D'accord. quand je me réfère au chiffre Au d'affaires. chiffre d'affaires, seuil de rentabilité en valeur. Voilà. D'accord. Donc, le chiffre d'affaires qui correspond au seuil de rentabilité. Il y a même l'appellation chiffre d'affaires critique, CAC. Et j'ai dit donc 4, c'est à ne pas confondre avec 440. C'est ça. Parce que 440, c'est un indice financier C'est ça. qui signifie cotation assistée en contenu D'accord. des 40 premières entreprises françaises qui sont cotées à la bourse de Paris. Ça, c'est les financiers. D'accord, ça c'est les financiers. Le Hein? 40, d'accord. Voilà, en finance internationale, on voit l'évolution des indices monétaires. Donc, le CAC 40 évolue en fonction de la santé financière des entreprises françaises. Si les entreprises françaises, leur santé financière s'améliore, le poids du CAC 40 augmente, etc. Donc, c'est comme ça que les marchés financiers fonctionnent. D'accord, merci. Maintenant, ça c'est le CAC 40, mais CAC, tout simplement, ça c'est le chiffre d'affaires cumulé, seuil de rentabilité en valeur. D'accord. Formule de calcul très simple à retenir, coût fixe sur taux de marge sur coût variable. Coût fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. D'accord, d'accord. CF sur T. D'accord. Sur T, le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable. D'accord. Et le taux de marge sur coût variable, c'est la marge sur coût divisé par le chiffre d'affaires. Très bien, tu as le pourcentage. D'accord. Tu peux multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage, ou bien tu le laisses tel quel pour l'avoir sous forme de coefficient. Très bien, monsieur Ndoye. Voilà, donc ça c'est le seuil de rentabilité en valeur. Donc le chiffre d'affaires correspondant au seuil de rentabilité. Maintenant, si c'est en volume, il y a deux formules de calcul. D'accord. Après avoir calculé le chiffre d'affaires critique, il peut être divisé par le prix de vente unitaire. Hors taxe ou TTC? Hors taxe. On calcule toujours hors taxe parce que la TVA pour celui qui vend n'est pas un produit. Nous sommes intermédiaires, nous collectons les TVA pour les reverser à l'État. Donc quand on calcule un résultat, bénéfice ou perte, on prend toujours les ventes hors taxe. Jamais TTC. D'accord, merci, monsieur Ndoye. Voilà, donc seuil de rentabilité en volume. Vous avez dit que c'est le seuil de rentabilité en valeur divisé par le prix de vente hors taxe. Voilà, prix de vente unitaire hors taxe. D'accord. Tu as le seuil de rentabilité en quantité. L'autre méthode de calcul, toujours pour le seuil de rentabilité en volume, c'est-à-dire en nombre, en quantité, tu fais marge sur coût variable divisé par marge sur coût variable par unité. La marge sur coût variable unitaire. Non, coût fixe. Divisé par marge sur coût variable unitaire. Coût fixe divisé par marge sur coût variable unitaire donne le seuil de rentabilité en volume. En volume. Seuil de rentabilité en valeur. Je vais même commenter ça. Allez-y, on va monsieur Ndoye commenter, allez-y. Coût fixe divisé par marge sur coût variable unitaire. Alors, la marge sur coût variable, c'est une notion qui est très pertinente pour les entreprises purement commerciales. Voilà, parce que les entreprises purement commerciales, quand vous décomposez le total des charges, on voit que les charges variables atteignent parfois des proportions assez importantes. 80 ou parfois même 90% du total des charges, c'est des charges variables. Ça, c'est la structure des charges pour les entreprises purement commerciales. Alors que si vous allez dans les entreprises purement industrielles, ça c'est l'opposé. Les charges fixes dépassent de loin les charges variables. La décomposition des charges. Donc, au niveau des activités commerciales, donc, la marge sur coût variable est considérée comme étant une contribution. Il y a certains qui parlent de marge contributive. Donc, chaque produit qui est vendu cotise pour qu'on couvre les charges fixes. Donc, les charges fixes, par exemple, c'est 5 millions. Donc, chaque produit qui est vendu doit donner 500 francs. Donc, combien de 500 francs on doit avoir pour couvrir les 5 millions? C'est l'origine de cette formule. Coût fixe divisé par marge sur coût variable unitaire. Combien de personnes doivent cotiser 500 francs pour qu'on puisse avoir 5 millions? En d'autres termes, c'est le nombre d'unités qu'il faut vendre pour pouvoir couvrir les charges fixes. Parce que la marge sur coût variable, on a déjà sorti le coût variable et nous avons maintenant le coût fixe qui doit être supporté. D'accord. Monsieur Ndoye, le point mort maintenant, le point mort? Voilà, le point mort c'est toujours le seuil de rentabilité. C'est la même chose. Mais cette fois-ci en termes de date. Excuse-moi, avant de venir au point mort, on avait dit qu'il y avait le seuil de rentabilité en valeur, le seuil de rentabilité en volume. Est-ce qu'on peut calculer un seuil de rentabilité en utilisant les unités d'œuvre? En utilisant les nombres d'unités d'œuvre. Ce n'est pas possible. Non, parce que le nombre d'unités d'œuvre, voilà, parce que le nombre d'unités d'œuvre, on n'en parle que pour les charges indirectes. D'accord. C'est pour mesurer la variation des charges indirectes. Alors que qui parle de seuil de rentabilité parle de toutes les charges de façon générale. Très bien. Pour le point mort? Le point mort aussi, c'est une autre façon d'exprimer le seuil de rentabilité. Mais c'est le point mort, c'est le seuil de rentabilité en termes de date. En termes de date. Donc, vous avez une activité annuelle.
Mais là-bas aussi, il est important de distinguer une activité régulière et une activité irrégulière. On les confond très souvent. D'accord. Activité régulière, qu'est-ce qui différencie les deux activités? Très bien. Une activité régulière, c'est un rythme d'activité qui reste relativement stable durant l'année. Alors, exemple d'activité. Exemple, le commerce de riz au Sénégal. Le commerce de riz Au Sénégal, c'est une activité régulière. Et le commerce de Je veux dire, le commerce de mouton ne l'est pas. Très bien, je veux dire, au Sénégal, il n'y a pas de moments où on mange moins de riz, il n'y a pas d'autres moments où on mange plus de riz. Donc, nous consommons, surtout chez nous, les légumes, tous les jours, c'est riz. Hein? Est-ce qu'on peut considérer la vente d'eau comme une activité régulière? Parce que l'eau se consomme très bien, tous les jours. Merci. Maintenant, activité irrégulière, c'est une activité saisonnière qui connaît des périodes. Donc, il y a des périodes où chaque année, arrivé à ces périodes-là, le rythme de l'activité augmente. Chaque année, il y a d'autres périodes où, arrivé à ces périodes-là, le rythme de l'activité est au ralenti. Là, on a une activité irrégulière, une activité saisonnière, une activité périodique. Donc, par exemple, le commerce de vêtements lourds. Le commerce de ventilateurs. Il y a des moments dans l'année où on ne voit pas de clients. Il y a d'autres moments où chaque année, arrivé à ces moments-là, les clients font l'affluence. Là, on a une activité irrégulière. Et je précise, aussi bien pour une activité régulière que pour une activité irrégulière, on peut avoir dans l'année une période d'inactivité. D'inactivité. Une période de fermeture, souvent qu'on appelle un arrêt technique. Et quelle que soit l'activité, il faut calculer le seuil de rentabilité. Oui, on peut calculer le seuil de rentabilité en termes de date, le point mort, même s'il y a période d'inactivité. Mais là-bas, seulement dans l'année, il faut enlever cette période-là dans les 12 mois. Si donc l'entreprise ferme pendant 1 mois pour aller technique, on dira que l'exercice comptable, c'est 11 mois. Nous sommes en comptabilité de management. Comptabilité de management, il n'y a pas les dispositions réglementaires obligatoires là-bas. Si c'est en comptabilité financière, qu'il pleuve ou qu'il neige, l'exercice comptable c'est 12 mois, 360 jours. Sauf l'année de création de l'entreprise. En comptabilité financière. Le premier exercice peut être moins de 12 mois ou plus de 12 mois, ça dépend dans l'année. Et si c'est créé dans le premier semestre, le premier exercice sera moins de 12 mois, mais si c'est créé dans le second semestre, le premier exercice comptable sera plus de 12 mois. Ça, c'est comptabilité financière. On le prend, si c'est créé dans le second semestre. Un exercice comptable ne peut pas couvrir une période inférieure à 6 mois. Depuis qu'on a existé jusqu'au 31 décembre, si ça ne fait pas 6 mois, il faut prolonger jusqu'à l'autre 31 décembre pour avoir première date d'inventaire. Très bien, je comprends. Ça veut dire que si l'entreprise est créée au 7e mois, voilà, de l'année N, c'est 31 décembre, N plus 1 qui sera la fin du premier exercice. Donc, ça là, on aura un exercice de plus de 12 mois. Très bien, merci. Monsieur Ndoye, je crois que ça c'est bien compris. On continue. Voilà, donc on avait dit qu'il y a des activités régulières, des activités irrégulières. Voilà, une activité régulière, donc, on en a parlé. Donc, quel que soit le type d'activité, le seuil de rentabilité se calcule de la même manière. De la même, donc ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. On y va, monsieur Ndoye. S'il y a arrêt technique, j'ai dit arrêt technique, cette période d'inactivité, nous sommes en comptable de management, on l'enlève sur 12 mois. D'accord. Si par exemple, il y a arrêt technique observé pendant 1 mois, je dirais, pour cette année-là, l'exercice comptable a duré 11 mois. 11 mois, d'accord. Je ne dirais pas 12 mois. D'accord. Je dirais 11 mois. Parce qu'il y a maintenant, quand je fais mes calculs, je vais tenir compte de cette durée de 11 mois-là dans mes calculs. Très bien. Maintenant, la façon de calculer le point mort change selon qu'on a une activité régulière ou une activité irrégulière. Donc pour une activité régulière, c'est très simple. Le raisonnement par proportionnalité. Raisonnement par proportionnalité, c'est la règle de 3. C'est plus facile que de retenir des formules. D'accord. Tu dis, dans l'année, le chiffre d'affaires réalisé. Je peux essayer, vous corriger. Je peux essayer pour voir. Le chiffre d'affaires, c'est 12 mois. Oui. Le seuil de rentabilité, c'est X. Combien de mois? Voilà, très bien. Règle de 3, tu sors la formule. Très bien. Pour une activité régulière, c'est comme régulière. Donc ça, on l'utilise seulement si l'activité est régulière. D'accord. Maintenant, voilà comment calculer. Si l'activité est irrégulière. Voilà. Maintenant, même ce que vous avez dit, chiffre d'affaires qu'on a réalisé 12 mois, attention, 12 mois moins éventuellement la durée de l'arrêt. S'il y a arrêt de 15 jours, il faut mettre 11,5 mois.
D'accord, d'accord. Je vois. Hein? J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que M. Joe est en train de développer. Moi, je comprends très bien ce qu'il dit. Voilà, très bien. Maintenant, pour une activité irrégulière, D'accord. le procédé de calcul du seuil de rentabilité. Au lieu d'utiliser la règle de 3, est-ce qu'on peut donner une formule directement? Seuil de rentabilité égale? Non. Tu ne peux pas avoir une formule quand on a une activité irrégulière. Non, je parle de il faut qu'on revienne sur l'activité régulière. Ah, activité régulière. Avant la règle de 3, je peux dire que le seuil de rentabilité, le point mort, est égal au seuil de rentabilité divisé par chiffre d'affaires fois 12. Très bien. D'accord. Si l'activité, s'il n'y a pas d'arrêt technique. S'il n'y a pas d'arrêt technique. Est-ce qu'on peut l'exprimer en nombre de jours? Bien sûr. À la place de 12, vous mettez 360. Excellent. On continue pour les Mais dans ces calculs aussi, je précise, si c'est un jour. Ils ont compris. Si c'est un jour. Moi aussi j'ai compris. Il faut voilà. l'arrêt technique. Donc si c'est un jour, il faut toujours arrondir à l'unité supérieure. Si c'est un 9,001 jours, c'est égal à 10 jours. Reprenez 9,001 jours, c'est 10 jours. D'accord. À partir de minuit, 1 minute, le calendrier incrémente un jour de plus. Donc, un jour, on arrondit toujours à l'unité supérieure. Et un mois? Un mois aussi. On calcule donc, tu calcules un mois et un jour. Et le reste, tu le complètes en jour. Très bien, merci. Là, pour compléter, le nombre de mois, tu multiplies par 30 pour nous nous amène à l'activité irrégulière. Activité irrégulière, le procédé de calcul du seuil de rentabilité est établi en 3 temps successifs. D'abord, il faut mettre un tableau dans lequel vous répartissez les ventes de l'année entre les différentes périodes, selon les rythmes des ventes. Parce que chaque période a son rythme. L'activité est irrégulière. Activité irrégulière, on a des saisons dans l'année. Des saisons de hausse, des saisons de baisse. Donc, les ventes dans l'année, on va les répartir à l'aide d'un tableau dans les différentes périodes. Par exemple, les ventes de l'année, c'est 50 millions. Nous avons des périodes trimestrielles. Dans les 50 millions, premier trimestre, on attend, deuxième trimestre, on attend, ainsi de suite. Et après, on calcule les cumuls successifs. C'est-à-dire, le total des ventes premier trimestre, c'est combien? Premier et deuxième réunis, le total c'est combien? Premier, deuxième, troisième réunis, le total c'est combien? Premier, deuxième, troisième, quatrième, on a 50 millions. Donc, tu fais la répartition entre les différentes périodes et les cumuls successifs. À l'aide de ce tableau maintenant, tu vas repérer la période au cours de laquelle on a le seuil de rentabilité. C'est le premier niveau. Le chiffre d'affaires qu'on a réalisé, c'est 50 millions. Le seuil de rentabilité, par exemple, c'est 40 millions. Je vais voir les cumuls successifs là. Dans quelle période on a dépassé les 40 millions. Et comment on peut savoir que c'est 40 millions dans notre cas? Non. J'ai dit, pour calculer le point mort, il faut d'abord connaître le seuil de rentabilité en francs ou en quantité. Ah oui, c'est vrai, je vois. Il faut connaître le seuil de rentabilité en quantité ou en francs. Pour l'exprimer en termes de... D'accord. Là maintenant, c'est là où on a le résultat. C'est cette période-là qui représentera notre... Attends, j'ai dit en 3 temps successifs. Oui, je vois. Le premier temps successif, c'est ce tableau-là, qui nous permet de repérer la période. D'accord. Toutefois que la période est repérée, on va faire un petit calcul. C'est-à-dire, au seuil, à l'entrée de cette période, combien on va vendre pour atteindre le seuil de rentabilité. Les ventes nécessaires au cours de cette période qui est identifiée nous permettant d'atteindre le seuil de rentabilité. Si je calcule ces ventes maintenant, ce qu'on avait fait avec activité régulière, ce sera le 3e point, c'est-à-dire faire un raisonnement, règle de 3, à l'intérieur de la période. Et là, on a le seuil de rentabilité. Et on a le point mort. Et maintenant, si vous avez le point mort, on prend les doigts pour décompter. Donc, pour une activité irrégulière, le procédé de calcul du seuil de rentabilité s'établit en 3 temps. À l'aide d'un tableau, on répartit les ventes de l'année entre les différentes périodes et de calculer les cumuls successifs. C'est le premier point. Deuxième point, on cherche les ventes nécessaires au cours de cette période pour atteindre le seuil de rentabilité. Et si toutefois ces ventes sont calculées maintenant, troisième temps, on fait la proportionnalité à l'intérieur de cette période. Très bien. Monsieur Ndoye, vraiment c'était un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau de Marketing TV Monde. Tout le plaisir est partagé. Vos étudiants sont là en train de vous suivre. Daouda vous salue. Très bien. Mami Diagne Diop, Kairé Gueye, Osvaldo Pereira, David, Denise Derneville, Abdou Merci Goudjabi depuis l'ISM Ziguinchor.
Mami Fall, Daoud Koulibaly, que je salue en passant, qui sera notre invité pour le lundi prochain sur Marketing TV Monde. Qui, on va parler de marketing chez Omar Sarr, vous regardez, Diara Kingom, MBA, SMTS, avec Diouf, de la promotion Franck Fanon, Baila Ndao, Jeanne Mané, Florence Manga, Matar Ndour, vous saluez. Fallou Ndoye vous salue, Baila Ndao, Aminata Ba, ils sont nombreux à vous regarder, M. Ndoye, et nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation. C'était un énorme plaisir de recevoir M. Ndoye, le grand professeur de comptabilité. Voilà. Merci M. Ndoye, merci. Et l'ensemble des téléspectateurs, l'ensemble des internautes de Marketing TV Monde, vous remercie de votre disponibilité. M. Ndoye, un dernier mot, une conclusion. Voilà, donc je pense que c'est moi qui vous remercie, hein, comme vous me donnez l'occasion de parler de comptabilité, une discipline que j'aime tant. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté qu'on parle de comptabilité. Très bien. Et tous mes remerciements à vous. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour ce soir. On se reprend lundi prochain avec M. Daoud Koulibaly pour parler de marketing à nouveau après cette pause de comptabilité pendant le week-end avec M. Ndoye Goumbayane. M. Ndoye, on va écouter un peu de mal avant de dire au revoir à nos auditeurs, à nos suiveurs, à nos followers. Aujourd'hui, j'ai changé de rythme. D'accord. Merci Pape Mbaye Sarr, vous connaissez Pape Mbaye Sarr?